On va démarrer. Moi, je vais aborder donc avec vous, dans la continuité déjà des cours que vous avez eus dans la création d'un cabinet éco-responsable. Moi, je vais aborder avec vous l'approche fiscale, juridique et comptable d'un cabinet de kinésithérapie. Là, je pense que maintenant vous avez déjà commencé à définir un petit peu les contours de votre cabinet éco-responsable. Maintenant, on va aborder l'approche plus concrète sur l'aspect forme juridique à prévoir en fonction de la philosophie et de l'organisation de votre cabinet. Les différentes options fiscales à prendre ou à ne pas prendre, là aussi, selon les spécificités. L'organisation également fiscale de tout ça et les enjeux comptables et toute l'approche montage du dossier financier, parce qu'une fois qu'on a à l'idée un petit peu le cabinet qu'on veut créer, il faut que au niveau économique ça soit cohérent. Au niveau juridique et économique que ça soit cohérent, et il faut réussir à convaincre les partenaires financiers ou autres de la capacité à en faire un business model rentable et économiquement viable. Voilà, moi je vais essayer de vous aiguiller sur toutes ces approches-là. Si vous avez des questions, la salle dans laquelle j'interviens, vous pouvez me couper. Je vais essayer de pas aller trop vite, parce que je pense que c'est beaucoup de notions que vous n'avez pas forcément trop vu, mais bon voilà, l'idée c'est de prendre un petit peu le temps de balayer tout ça. Je suis disponible à la fin si vous avez des questions. Allez, on attaque. Dans le cabinet que vous allez devoir créer, vous avez donc deux problématiques. C'est que, on a d'un côté l'acquisition des murs, toute la partie immobilière, et dans un deuxième temps, vous avez l'acquisition de tout ce qui est matériel et d'aménagement spécifique à l'activité de kinésithérapie, balnéo ou autre, tout ce que vous avez prévu d'installer dans votre cabinet médical. Ce qu'il est important déjà de prévoir, c'est que juridiquement, il est toujours très fortement recommandé de créer deux structures différentes. Une qui va s'occuper de l'acquisition des murs, uniquement, qui va être détentrice des murs, et une société qui va être, elle, la société qui va exploiter l'activité et qui va, elle, s'occuper de financer et exercer l'activité telle que vous la voyez. La règle à ça, elles sont plusieurs. Généralement, la durée de vie de l'activité kiné par rapport à la détention de murs n'est pas forcément liée. Vous pouvez être amené à acquérir des murs que vous allez conserver toute votre vie, mais par exemple l'exploitation dans ces locaux de votre activité de kiné peut-être au bout de X années être amené à évoluer, à changer de local, à déménager, tout en ayant toujours la volonté de conserver les murs. Donc voilà, il y a toujours une durée de vie, ou inversement, la volonté de récupérer du cash, de vendre les murs, mais de continuer à exploiter dans les locaux dans lesquels vous êtes. Donc de par cette divergence d'approche, généralement, on a d'un côté l'acquisition des murs dans une société à part, on verra après les différentes formes juridiques qui s'offrent à vous, et de l'autre côté, la création d'une société ou d'une entreprise pour l'exercice de votre activité de kiné. Les autres enjeux aussi, c'est en termes de plus-value, ça vient complexifier les choses d'avoir au sein d'une seule et même société à la fois des murs et une patientèle de kiné, notamment dans une, je vais pas rentrer dans le détail, mais pour tout ce qui est problématique de calcul de plus-value à terme, on a tout intérêt à avoir des locaux détenus dans une société à l'impôt sur le revenu pour des avantages de fiscalité à la revente. Et aussi, bon, c'est un cas très rare et d'autant plus rare dans les sociétés médicales et paramédicales. Il y a toujours un risque de défaillance si votre projet ne tient pas la route et que économiquement vous n'arrivez plus à faire face à vos dettes. On rentre dans un état de cessation de paiement, et en cas d'état de cessation de paiement et de liquidation judiciaire de la société, le bien, s'il est dans la même structure que la société d'exploitation, est aussi vendu aux enchères pour permettre de payer les dettes
restante dans la structure. Le fait de la voir dans une société à part entière, vous sécurisez totalement la partie immobilière du risque de défaillance de la partie exploitation. Pour la partie acquisition des murs, là, des possibilités, il n'y en a pas 40. On retrouve deux types d'acquisitions voilà, les plus courantes. Soit l'acquisition en nom propre ou en indivision. On peut acheter à plusieurs, chacun en indivision, un seul et même bien. Donc on va avoir des parts individes d'un bien. On en achète à deux, on va chacun avoir 50% de la valeur du bien. Bon, avec les limites que ça a, l'achat en nom propre peut être intéressant dans le cas où on est seul. À partir du moment où on est amené à faire un projet d'exploitation de cabinet à plusieurs, généralement les murs on les détient avec les mêmes associés que la société d'exploitation, et le fait d'acheter en indivision crée beaucoup de difficultés dans le temps, notamment du fait que on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Une association, c'est un peu comme un mariage, ça peut clasher et se terminer plus ou moins bien. Et sachez que dans le cas d'une indivision, il suffit qu'un des associés, même si on est 3, 4, 5 associés, un des associés décide de vendre les murs, vous ne pouvez pas l'en empêcher, parce qu'il y a l'article 815 du Code civil qui dit que nul n'est contraint à rester en indivision. Donc, d'où la grande fragilité, notamment pour des acquisitions de murs professionnels, d'acheter en nom propre ou en indivision, toujours en nom propre, quoi. Le gros avantage, c'est la faiblesse du coût, parce que il y a les frais de notaire d'acquisition classiques, mais vous n'avez pas besoin de créer une structure à part entière avec les frais que cela comporte pour procéder à l'acquisition. C'est à première vue le seul avantage que cela peut procurer, mais qui me paraît léger en rapport avec les risques en face. Du coup, quand on veut éviter ce risque-là et pouvoir régir le fonctionnement entre les futurs associés d'une société détentrice de murs, on pense généralement, vous avez dû tous en entendre parler, à créer une société civile immobilière, une SCI, qui peut détenir tout type de biens professionnels, locatifs, habitation, etc. Il faut savoir qu'une SCI a la vocation à acquérir et à procéder à la gestion de biens immobiliers. Sa caractéristique ne lui interdit de faire une sorte d'activité de marchand de biens, d'achat-revente. C'est vraiment une société qui est créée pour acheter du patrimoine immobilier et le louer. Après, on peut être amené à revendre selon les faits de la vie, mais ce n'est pas une société qui permet d'acheter, revendre, acheter, revendre. Bon, de toute façon, c'est pas le cas dans votre étude de cas, parce que donc on est sur une acquisition en vue de l'exploiter. Donc la SCI s'adapte parfaitement. La SCI doit avoir au moins 2 associés. Ça, c'est une condition obligatoire pour pouvoir l'immatriculer, donc de 2 à l'infini. On a un capital qui va être déterminé. Ce capital sera réparti en fonction des apports de chacun dans la société. Avec une répartition des parts de cette société au prorata de l'apport de chacun. Si la volonté c'est de faire un apport, enfin de faire une société avec des parts équivalentes entre les associés, il faudra qu'il y ait un apport identique de chacun au niveau du capital de cette société-là, pour que les droits de vote et les droits au résultat de cette société soient équivalents entre tous les associés. Généralement, c'est ce qu'on retrouve à partir du moment où on lance un projet commun. On a une répartition égalitaire, donc 3 associés 33% chacun, 2 associés 50-50, 4 associés 25, ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de parts qu'on détient dans une société, c'est la vérité pour une SCI, ça sera pareil pour les autres formes juridiques, CELAR, la SCP, etc. Le nombre de parts qu'on détient est capital, parce que c'est ce qui va permettre de donner des droits de vote pour toutes les prises de décision de la société durant sa vie, l'achat-revente, le déménagement de la société, tout un tas la nomination du dirigeant, etc. Tout un tas de caractéristiques de la société sont définies par les associés selon des critères de majorité.
Donc le nombre de parts au départ est très important pour la faculté à donner son avis sur les évolutions futures de cette société. C'est un petit peu ce que je mets dans le deuxième paragraphe. Donc ça permet d'organiser le fonctionnement et la prise de décision, sachant qu'il y a un gérant ou plusieurs gérants dans cette société. Donc il y a des associés et des gérants. Les gérants sont les personnes qui vont engager la société tout au long de l'année, et les associés sont ceux qui vont prendre les décisions annuelles pour la validation des comptes et les décisions pour des cas assez particuliers comme une vente de biens, changement de siège social, etc. Toute la gestion quotidienne sera réalisée par les gérants. Donc généralement, là aussi, on n'a pas de limite dans la nomination des gérants. On a les associés qui sont aussi gérants de la SCI, pour que chacun ait aussi la capacité d'engager cette seule et même société. Et on a aussi, comme je vous ai dit, on a le gros problème de l'achat en indivision qui peut être gommé dans une SCI, où on prévoit les clauses de sortie. On peut prévoir aussi une clause d'agrément, c'est de dire si un associé veut sortir, et il a l'interdiction de vendre ses parts à un tiers inconnu des autres associés, et on a par contre la possibilité de lui racheter ses parts de façon prioritaire pour éviter que les parts détenues par un associé partent auprès d'un futur associé avec lequel on n'a pas forcément envie de coopérer. Oui. N'importe. Il n'y a pas de condition de diplôme dans une SCI. C'est patrimonial, donc ça peut être familial, entre les professionnels, avec des investisseurs extérieurs qui mettent juste de l'argent mais qui n'ont pas le diplôme de kinésithérapie. Il n'y a pas de... donc il y a ce qu'on appelle des clauses d'agrément qui permettent de verrouiller la sortie d'un associé, les clauses d'inaliénabilité qui permettent de dire pendant 5 ans on s'engage à ne pas vendre, 5 ans, 10 ans, 15 ans, tout est libre dans la rédaction, on s'engage à ne pas vendre les parts de la société, vous restez engagé sur une durée minimale définie pour éviter justement que le partenariat explose plutôt juste pour un appât financier ou quelque chose comme ça. Enfin, tout est possible, et l'avantage c'est qu'on a des statuts qui vont régir, donc si tout est bien anticipé, qui vont régir le fonctionnement futur et éviter les éventuels conflits par la suite qui pourraient subvenir entre les associés. Et le dernier avantage de la SCI, contrairement à un achat en nom propre, c'est qu'on a la possibilité de choisir entre 2 modes d'imposition, une imposition classique en revenu foncier à l'impôt sur le revenu, et une imposition à l'impôt sur les sociétés. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'avantage et l'inconvénient de chacun, c'est un peu technique, mais sachez qu'on a ces 2 possibilités et qu'on adapte en fonction de la fiscalité du dirigeant. Très rapidement, quand on va le voir un peu par la suite, parce que la problématique IR-IS, on va la voir dans toutes les formes de société. Rapidement, quand on est à l'impôt sur le revenu, ça veut dire que les résultats de la société sont affectés à ses associés au prorata de détention des parts. Supposons on fait un résultat de 100, on a 4 associés, chaque associé récupère 25 € ou 25 000 €, si on part de 100 000 € de résultats, et il va devoir déclarer ça au niveau de son impôt sur le revenu. Avec les problématiques que ça a sur des personnes fortement fiscalisées, de du coup faire monter l'imposition des dirigeants sans avoir la possibilité d'arbitrer quoi que ce soit. C'est vraiment un revenu qu'on subit et qu'on affecte à la fiscalité, qu'on rajoute à la fiscalité du dirigeant. Donc on voit de plus en plus fleurir des SCI à l'impôt sur les sociétés, parce que l'impôt sur les sociétés permet d'éviter que le résultat de la société soit imposé au niveau des dirigeants. En fait, la société a sa propre imposition, qui a un taux de 15% jusqu'à 38 000 € de revenus. La société fait face à son propre impôt, et derrière, si elle distribue pas le revenu aux associés, les associés n'ont aucun impact sur leur fiscalité personnelle. Donc ce qui permet, pendant toute la phase de remboursement du crédit, de laisser l'argent qu'il faut pour rembourser le crédit au niveau de la société, sans que les associés se retrouvent à payer de la fiscalité personnelle dessus. Et ce qui permet d'équilibrer pas mal de montages qui, à l'impôt sur le revenu, deviennent un petit peu plus complexes à organiser, du fait de l'imposition complémentaire que cela génère pour les associés. Pardon ? Alors, généralement, les revenus
qu'on soit pendant toute la période où la SCI est endettée, rembourse son crédit, donc elle aura un loyer pour rembourser son crédit. Généralement, le loyer, à part s'il y a un apport énorme, mais de toute façon, c'est pas recommandé, généralement, le loyer va correspondre à peu près au remboursement d'emprunt. C'est une société qui ne va pas dégager de cash. D'accord ? Pendant 10, 15, 20 ans, pendant la durée du financement, les loyers vont couvrir les emprunts. À quelque chose près, la SCI, au niveau financier, va être à l'équilibre. Sauf que l'administration fiscale a tout prévu. Il considère que le fait de rembourser de l'emprunt est un enrichissement. On vous prête 100 000 euros, vous remboursez 10 000 euros par an pendant 10 ans. Les 10 000 euros que vous remboursez par an, au final, vous remboursez de l'argent qu'on vous a prêté et vous vous enrichissez parce que vous vous désendettez. Donc ces 10 000 euros vont rentrer dans votre revenu et donc vous allez avoir une fiscalité sur ces 10 000 euros alors qu'en cash, vous ne les avez pas eu. Et c'est pour ça que l'IR est intéressant. L'IS est intéressant, ça permet d'éviter, comme je vous ai dit, en période d'endettement et de remboursement d'emprunt, de ne pas payer d'impôt sur quelque chose qui ne dégage pas d'argent. Sinon, vous devez aller supporter de l'impôt supplémentaire sur vos revenus d'activité, parce que la SCI ne vous dégagera pas suffisamment de cash pour couvrir vos impôts tant qu'elle rembourse de l'emprunt. C'est clair ? Oui. On va exploiter l'activité. On va le voir après dans les schémas. L'assort pour rembourser l'argent pour rembourser le prêt. Il faut qu'on scinde vraiment les deux structures. On a d'un côté une société détentrice des murs et d'autre côté une société d'exploitation. Même si c'est les mêmes associés, c'est deux sociétés différentes et qui juridiquement vont devoir contracter parce que la société de kiné va avoir besoin de la SCI pour l'occupation des locaux et on va mettre en place un bail commercial ou professionnel où la société versera un loyer qui permettra de rembourser l'emprunt. On sera obligé de fonctionner comme si c'était un propriétaire lambda, même si c'est vous qui détenez également les murs, quoi. Voilà pour la partie mur. On va partir sur la partie exploitation. Ça va être un petit peu plus détaillé. Il y a plus de possibilités qui s'offrent à vous. Je pense que vous avez déjà quelques notions rapides sur les différentes possibilités d'exercice. Je me suis concentré sur les exercices à plusieurs parce que je crois que c'est un peu votre cas de pratique. On aura le temps d'aborder lors d'une prochaine intervention les problématiques fiscales de l'installation en kiné, assistant collaborateur ou remplaçant, avec les problématiques de l'entrepreneur individuel libéral BNC. Là, on est vraiment sur l'exploitation à plusieurs, les différentes possibilités que vous avez de pouvoir travailler à plusieurs dans ce cabinet. J'ai relevé 3 sociétés qui représentent 99% des montages dans les activités libérales médicales. On en retrouve quelques autres formes juridiques, mais vraiment dans les cas très très particuliers. Avec ces formes-là, déjà, vous avez de quoi trouver votre bonheur par rapport à votre projet. La CELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, la SCP, Société civile professionnelle, et la SCM, Société civile de moyens. Une CELARL, comme son nom l'indique, c'est une société à responsabilité limitée. C'est la version SARL pour les professions libérales. L'avantage de la SARL, c'est qu'il n'y a pas de capital minimum. Donc même sans avoir d'argent pour mettre dans le projet, on peut chacun mettre au minimum 1 euro et avoir un capital à 3 euros sur les 3 associés. C'est un peu ridicule, mais c'est possible. Il y a des minimums psychologiques, mais il n'y a pas de minimum réel. C'est vrai que si on va voir un banquier en disant on veut financer un projet à 500 000 euros, on met 3 euros de capital, ça peut perdre un peu de crédibilité. Après, en tout cas, sachez que c'est possible de le faire. Et il n'y a pas d'associé minimum, je crois qu'il y a 100 associés maximum, bon ça on le voit rarement aussi, mais il n'y a pas d'associé minimum. On peut monter une CELARL seule, ça c'est peu connu, mais on peut monter les CELARL seuls, il y a souvent des intérêts aussi, ou à plusieurs, sans problématique. Quand on est seul, ça s'appelle une CELARLU. Donc
la responsabilité limitée aux apports, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes amené à déposer le bilan, vous allez déposer vos 1 euro de capital chacun, vous engagez votre argent à hauteur de 1 euro chacun. Si la société dépose le bilan et que vous aviez des dettes à l'URSSAF, à différents organismes, on pourra ponctionner que les 1 euro que vous avez mis au départ, c'est-à-dire pas grand-chose, et vous êtes protégé à titre personnel sur les éventuelles dettes que vous pourrez contracter. Après, jusqu'à une certaine limite, bien sûr, s'il y a des défaillances graves qui ont été faites par les dirigeants, des détournements de fonds, des choses comme ça, les dirigeants restent solidaires des éventuelles malversations qu'ils auraient pu faire au sein de la société, sinon ça serait un peu trop facile. Avantage aussi, on le verra plus tard, ça va pas vous parler du tout, mais c'est la possibilité de déduire la rémunération des dirigeants du revenu imposable. Je passe parce que vous n'allez pas comprendre sans le schéma que j'ai fait après. Dans la même continuité de ça, on le verra aussi, ça vous permet une meilleure maîtrise de votre imposition fiscale et sociale, parce qu'on a du coup une société qui a des gérants et qui va rémunérer ces gérants sur un niveau qu'on détermine entre associés. Donc l'avantage, c'est qu'on maîtrise parfaitement le revenu qui va être attribué à chacun de ces gérants. Donc il peut être de minime la première année, monter la deuxième et ainsi de suite sur la deuxième, troisième, quatrième année. Et quoi qu'il arrive, la fiscalité et les cotisations sociales que devra assumer chacun des gérants sera fonction du revenu qu'il aura pris dans sa CELARL et pas de l'activité de la CELARL. C'est la grosse différence avec l'exercice en libéral BNC. Vous exercez en votre nom propre, et quand à la fin de l'année on tire un trait sur l'activité de l'année, le revenu restant, quand on a déduit les charges à vos recettes d'activité, est considéré comme votre revenu imposable auprès de l'administration et des organismes sociaux. Là en CELARL, vous avez beau dégager 20, 30, 40 000 euros de bénéfices la première année, si vous dites moi la première année je sais pas, j'ai le chômage ou j'ai pas besoin de me rémunérer, vous ne serez pas imposé sur ces 40 000 euros de revenus qu'aura généré votre société. Et donc il y a là aussi des statuts comme dans une SCI qui va régir le fonctionnement de la société, les règles de sortie des associés, les règles de rémunération. On peut prévoir soit une rémunération égalitaire en fonction de l'activité globale, soit prévoir une rémunération de chacun en fonction de l'activité que chacun a ramené dans la CELARL. C'est des choses qu'on voit aussi dans les CELARL, où on a quand même, surtout dans les professions médicales, on n'est pas quand même dans une approche toujours très collective. On a beau être dans une société commune, on a pas mal de professionnels, médecins ou autres, qui nous disent bon voilà, on est dans une société commune, par contre on veut pas remplir le frigidaire pour mon confrère qui travaille que 2 jours par semaine alors que moi j'en travaille 5. On veut répartir les revenus au prorata de l'activité générée par chacun. Donc on a aussi la possibilité de répartir selon des critères définis à l'avance la rémunération de chacun des associés. On n'est pas forcément sur, si chacun détient un tiers du capital, on n'est pas forcément sur une rémunération équivalente une rémunération d'un tiers pour chacun des associés. On peut avoir un associé qui gagne 90% et un autre qui gagne que 10%. Si lui, il a décidé de travailler moins que son confrère. Les inconvénients, c'est donc une comptabilité qui devient beaucoup plus complexe qu'une comptabilité libérale, où on est sur une simple comptabilité de trésorerie, où la banque fait office de traçabilité des opérations. Là, on est sur une comptabilité où on doit rentrer sur une comptabilité de créances et dettes. Comme son nom l'indique, on doit rattacher à chaque exercice comptable les créances acquises. Supposons que vous ayez des retards de paiement de la Sécu, etc. Lorsqu'on clôture au 31 décembre de l'année, les encaissements de la Sécu que vous aurez jusqu'au 15 janvier ou 30 janvier de l'année suivante, ils doivent être connus et rattachés à l'exercice précédent, même s'ils n'ont pas été encaissés. Et inversement, au niveau des dettes, les régularisations d'URSSAF, de Carpinco ou les éventuels retards de paiement d'un fournisseur, même si les paiements n'ont pas eu lieu sur l'exercice, ils doivent être intégrés dans la comptabilité à partir du moment où les dépenses ont été engagées, même si elles n'ont pas été décaissées. Et au niveau juridique aussi, c'est beaucoup plus lourd parce qu'une société commerciale doit déposer des comptes au greffe, c'est une obligation.
chaque année, les comptes sont publiés et consultables par n'importe qui. Ça aussi, ça peut freiner certaines personnes, mais sachez que les comptes sont déposés et librement consultables par n'importe qui sur Infogreffe, etc., des sites officiels. Ok, pour la CELARL, on va aborder maintenant la SCP. La SCP, le gros avantage de la SCP par rapport à la CELARL, c'est la possibilité de choisir entre une imposition à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Même exactement le même cas que pour la SCI, impôt sur le revenu, ça veut dire on prend la rémunération, le bénéfice de la société, et les dirigeants se répartissent ce bénéfice-là, quel que soit l'argent qu'ils ont pris dans la société, qu'ils aient laissé l'argent pour faire face au futur financement, enfin à l'autofinancement des dépenses futures, ou qu'il l'ait pris ou qu'il ne l'ait pas pris, aucun impact, ils seront, quoi qu'il arrive, fiscalisés sur ce qu'a dégagé leur activité. Ou sinon, ils peuvent choisir d'opter pour l'impôt sur les sociétés, ce qui est généralement le plus intéressant, et de dire ben moi l'argent que je laisse dans ma société pour faire face à mes futurs investissements, renouvellement de mon matériel, etc., je veux pas qu'il soit fiscalisé ou fiscalisé sur un taux à l'IS qui est plus avantageux, et je suis fiscalisé uniquement sur ce que je prends dans ma société. Ça c'est important aussi parce que je pense que vous devez faire une petite analyse financière de votre projet. Et selon que vous partiez à l'IR ou à l'IS, le calcul des cotisations sociales sera divergent, et parce que la base retenue par l'URSSAF sera pas la même. L'inconvénient de la SCP, c'est que là, il n'y a pas de la responsabilité limitée des associés. On est sur quelque chose de illimité, illimité et solidaire. Donc ça veut dire que supposons que, bon, même cas de figure que préalablement, on dépose le bilan, il y a une dette. Quoi qu'il arrive, les associés devront payer cette dette. Et elles devront payer cette dette pas forcément au prorata de détention des parts. Si on est à 33% chacun, on va pas demander à chacun de payer un tiers. S'il y en a un qui est pas solvable, on va demander à celui qui est solvable de payer pour les autres. Et sans possibilité de faire autrement, à part si l'associé se retourne derrière sur ses autres associés. Mais bon, ça c'est encore une autre problématique. Donc il y a quand même une notion de risque beaucoup plus poussée dans le cadre d'un exercice en SCP. Également, la SCP oblige, et d'autant plus stricte, parce que vous devez absolument être tous kinés. On va créer une SCP de kiné, une SCP d'infirmière, une SCP de chirurgien esthétique. On peut très peu faire intervenir plusieurs professions, même si ces professions peuvent cohabiter. Dans le cas d'une SCP, ne le pourront pas. On est forcément sur des professionnels de même pratique professionnelle. Et autre inconvénient, qui n'en est pas vraiment un, parce qu'on peut opter à l'impôt sur les sociétés, mais c'est que de fait, quand on crée une SCP et qu'on n'est pas au courant, on va se retrouver à l'impôt sur le revenu si on n'a pas pensé à faire les options auprès de l'administration fiscale pour basculer à l'impôt sur les sociétés. Et là, sur des activités qui d'entrée dégagent pas mal de revenus, on peut avoir quelques mésaventures sur le plan fiscal. Pas de questions? La dernière forme juridique à laquelle on peut prétendre, c'est la société civile de moyens. C'est peut-être la plus répandue. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ces deux consoeurs précédentes, la société civile de moyens n'est pas une société à part entière, puisqu'elle n'a pas en capacité d'exercer une activité. La société civile de moyens, elle est juste là pour engager des dépenses pour le compte de ses associés. Je vous ai fait un schéma aussi après qui vous parlera un peu plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas exercer d'activité au sein d'une SCM. Un kiné ne peut pas encaisser ses consultations sur la SCM. Il faudra qu'il ait une autre structure. Et la SCM servira juste de mise en relation de différents professionnels. Je vous fais un schéma après, ça sera beaucoup plus clair.
Là aussi, dans la SCM, on régit tout dans les statuts, donc on a les mêmes facilités que les autres formes juridiques où des statuts peuvent être rédigés et prévoir les conditions de sortie, toutes les règles de rentrée, sortie dans la SCM, etc. L'autre gros avantage de la SCM, c'est la possibilité de chacun avoir sa structure de son côté, soit chacun sa CELARLU, soit chacun son activité BNC, et on met juste une SCM pour régir les dépenses communes, parce que forcément on travaille dans un seul et même kiné, dans un seul et même cabinet de kiné, c'est compliqué de scinder dans des comptabilités distinctes les charges qui sont communes. Forcément, vous allez avoir un seul photocopieur, vous allez avoir un seul loyer, vous allez avoir peut-être une seule secrétaire ou un seul secrétaire. Vous allez avoir tout un tas de charges communes qui sera très très compliqué à organiser si chacun a sa propre structure. La SCM est là pour répondre à cette problématique-là. La SCM contracte pour tous ses associés des engagements de crédit beau pour des véhicules, pour des locations de photocopieurs, pour embaucher une secrétaire, pour acquérir du matériel commun, et elle propose derrière à l'ensemble de ses associés de profiter de ces moyens qu'elle met à disposition. Voilà. Du coup, le gros avantage derrière, c'est qu'on retrouve généralement cette forme juridique quand on se retrouve à avoir différents professionnels qui exercent. On a des SCM avec différents types de professions médicales, paramédicales. Il n'y a aucune contrainte de ce côté-là, parce qu'il n'y a pas d'exercice d'activité dans cette société. C'est juste mise en commun de moyens matériels humains. L'inconvénient principal, c'est qu'on sort du schéma collectif, de dire on crée un projet commun à 3 associés, on est tous les 3 dans le même bateau, on crée une société commune, et si on se plante tous les 3, et si on réussit tous les 3. Là, on est vraiment sur une approche beaucoup plus individualiste. Une SCM ne pourra pas faire défaillance parce que quoi qu'il arrive, si un associé ne paye pas ses charges, il sera exclu et remplacé par un autre associé. Et la SCM, quoi qu'il arrive, répercute les charges à ses dirigeants. Donc c'est une société qui est toujours à l'équilibre financièrement. Et donc on est totalement indépendant de l'exercice de ses confrères, de ses collègues. Donc l'avantage, ça évite les conflits futurs sur les divergences d'activité de chacun qui peut créer des crispations. Mais le gros avantage, c'est que chacun fait ce qu'il veut sans avoir de compte à rendre à l'autre sur son activité. Je vous ai fait un petit schéma. Donc une SCM est au milieu de tout ce schéma-là. La SCM contracte, comme on a vu, auprès des différents tiers. Donc elle va souscrire un bail auprès de la SCI que vous aurez au préalable constitué pour la détermination d'un loyer pour la surface totale du local occupé. Elle va souscrire une assurance propre, peut-être une location d'un photocopieur, peut-être une société de nettoyage qui va venir entretenir les locaux, les charges locatives s'il y a une copropriété. Elle va peut-être acquérir du matériel médical, des balnéos, des choses comme ça qu'elle mettra après à disposition de ses associés. Et elle va peut-être embaucher du monde. Telle qu'une secrétaire, une femme de ménage et pourquoi pas d'autres professions. On salarie rarement des kinés dans votre activité, mais bon, tout est possible. Donc voilà, la SCM va engager toutes ces dépenses-là au sein de sa structure et elle va refacturer les dépenses à chacun de ses associés. Les associés qui peuvent être divers et variés. On peut avoir Monsieur Z kiné, on peut avoir Madame Y qui est généraliste, Monsieur X qui est également kiné, et Madame V qui, elle, est en CELARLU en tant que chirurgien dentiste, qui est également associé de la SCM. Généralement, plus il y a d'activités différentes, plus ça complexifie aussi, parce que notamment tout ce qui est acquisition de matériel commun, on n'achète pas le même matériel pour un chirurgien dentiste que pour un kiné. Donc il y aura de plus en plus de dépenses qui vont être assumées directement par chacun des professionnels, parce que ça n'empêche pas que les professionnels aient aussi des dépenses propres. Donc on va limiter les dépenses communes qui se limiteront à l'aspect généralement personnel et bail locatif, quoi. Après tout ce qui est acquisition de matériel, si on a des professions distinctes, on va pas pouvoir répartir les charges si elles concernent que certaines catégories de professions.
Donc généralement la SCM ne prend pas en charge ces dépenses-là et c'est chaque professionnel qui va payer. Le dentiste va payer ses implants, le kiné va payer ses appareils de sport, etc. Et le généraliste va payer son stéthoscope. Ok. Donc la SCM supporte les dépenses, la comptabilité de la SCM est simple, l'ensemble des dépenses comptabilisées sont refacturées au prorata d'usage de ces dépenses. Il faut savoir que la répartition des charges de la SCM, l'administration fiscale est claire là-dessus, pour éviter que la SCM ait un redressement sur l'aspect TVA, il faut que les charges de la SCM soient refacturées aux professionnels sur des critères objectifs d'usage. Par exemple, y a un professionnel qui travaille que 3 jours par semaine, l'autre qui travaille 5 jours par semaine. Ça paraît difficile de répartir à part identique le loyer à ces professionnels-là s'il est clairement établi au préalable que y en a un qui travaille que 3 jours parce que le reste du temps il n'a pas de bureau disponible et que l'autre est là 5 jours. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre les charges que supporte la SCM et ce qu'elle va refacturer à l'ensemble de ses professionnels. Sinon ça devient une activité à part entière, la SCM devient génératrice de chiffre d'affaires qui peut être soumis à TVA et l'administration fiscale vient au bout de 3, 4, 5 ans récupérer 20% sur l'ensemble de ses frais refacturés, ce qui peut faire assez mal, d'où l'important d'être vigilant là-dessus, d'avoir quand même quelque chose à expliquer aux contrôleurs et d'avoir des refacturations de charges qui sont cohérents en fonction de l'exercice de chacun. Là aussi, les statuts de la SCM ou un règlement intérieur qui est généralement conseillé dans une SCM, c'est en complément des statuts, on prévoit un règlement intérieur de fonctionnement entre tous les associés sur la gestion des congés, sur la gestion de l'achat du petit matériel, etc. On organise tout dans un cadre juridique bien défini. Ok. Ça fait beaucoup de nouveautés, de choses que vous n'avez peut-être pas appréhendées jusque-là. Bon voilà, prenez ce que vous arrivez à apprendre. L'idée c'est de retranscrire ça de façon à peu près cohérente sur un projet. Voilà, un projet où les formes juridiques sont adéquates avec la finalité de ce que vous voulez mettre en adéquation. Voilà, c'est... Après, les particularités ultra poussées, on ne vous les demande pas, mais bon, voilà, l'idée, c'est de faire un tour général de tout ce qui existe pour que vous les ayez au moins à l'esprit. Généralement, de démarrer une comptabilité libérale, il y en a certains qui le font et qui se débrouillent. Quand on est sur des formes SCM, SCP, CELARL, on a automatiquement, je connais très très peu d'exemples de gens qui se débrouillent sans professionnel du chiffre, expert comptable notamment, pour les accompagner sur toute cette gestion-là. Donc bon, vous ne devez pas maîtriser tous ces sujets, vous devez en avoir les notions et savoir un petit peu les tenants et les aboutissants de chaque possibilité d'exercice commune. Après la partie juridique, une fois que vous avez défini sous quelle forme vous allez acheter vos locaux et sous quelle forme vous allez les exploiter, il faut apporter maintenant mettre des chiffres à tout ça pour pouvoir présenter un projet cohérent et fiable à vos partenaires. À part si vous avez déjà le cash pour autofinancer l'intégralité de votre projet, qui quoi qu'il arrive est très rare et secondement pas du tout recommandé. Au taux actuel d'endettement, quoi qu'il arrive, le recours au financement bancaire est fortement privilégié. On arrive à avoir des taux de financement là dernièrement à des niveaux jamais vus. On a des financements d'acquisition de murs sur 15 ans à 0,7, 0,8, pas loin de 1% sur 20 ans. Et sur des achats de matériel médical 0,6, 0,7, 0,8 sur 7-10 ans quoi. Donc on a vraiment des conditions d'accès au financement qui sont vraiment intéressantes comme elles n'ont jamais été connues et je ne l'ai jamais connu. L'avantage aussi c'est que vous êtes des professions
qui sont plutôt appréciés par les banquiers. Le risque est très 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 faible avec des garanties d'activité, donc ils n'ont pas les mêmes demandes d'apport sur des achats de restaurants que sur un montage d'un cabinet de kiné, où si un dossier est bien ficelé, bien monté et cohérent, les apports peuvent être vraiment minimes par rapport à la part financée. Ok. Ce qu'il faut savoir, pour continuer sur la partie financement, vous avez beau être en CELARL, on a vu qu'en CELARL, votre responsabilité sera limitée à vos apports. Ça ne marche pas pour les banquiers. Les banquiers passent au travers de ça. Quand vous faites un emprunt et que vous êtes en CELARL, le banquier est au courant que votre responsabilité est limitée à votre apport et il va vous faire signer une caution personnelle en disant si jamais vous plantez, la CELARL ne nous paiera pas, on le sait très bien, mais par contre vous nous autorisez le droit à venir chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans votre patrimoine personnel. Donc toute création de projet professionnel est jamais sans risque, et le gros du risque généralement c'est l'emprunt bancaire, et vous serez jamais protégé contre l'emprunt bancaire. On peut l'être quand on a un peu de poids financier, mais sur une création de projet, c'est voilà. Après, il faudra faire un peu le tour des banques. Les garanties sont pas toujours les mêmes. Il y en aura quoi qu'il arrive. Certaines banques vont monter un dossier avec des cofinancements et ils vont limiter la garantie à 50%. Supposons que vous leur demandez 300 000 euros de financement, ils vont vous dire bon, on vous demande que 150 000 euros de caution personnelle. Si jamais vous plantez, on viendra chercher 150 000 euros sur votre patrimoine. Vous allez être endetté un petit moment, mais par contre, on va pas récupérer l'intégralité. Ok. De toute façon, toute création d'entreprise, qu'elle soit commerciale, artisanale ou libérale, il y a toujours une notion de risque à partir du moment où il y a des budgets un peu importants d'investissement à prévoir. Comment établir un budget financier cohérent? Ça s'appelle un plan de financement. C'est ce que va vous demander les partenaires financiers, et ce qu'on va vous demander dans votre projet que vous allez devoir soumettre, c'est proposer un plan de financement cohérent. Le plan de financement, c'est quoi? C'est un tableau synthétique qui reprend les emplois et les ressources de votre projet. Emploi, c'est quoi? C'est les dépenses, pour faire simple, initiales liées au démarrage. On parle uniquement de dépenses d'acquisition de matériel liées au démarrage, hein. On ne parle pas de dépenses courantes de fonctionnement par la suite. Mais de combien vous avez besoin pour tel type de matériel médical, la balnéo, etc. De chiffrer un petit peu tout ça, d'intégrer aussi les frais des partenaires avocats, experts comptables, qui doivent être intégrés là-dessus, parce que c'est généralement des frais inhérents à la constitution de la société. Sur une société, plusieurs associés, etc. Faut facilement prévoir avec les frais de greffe, les frais d'enregistrement, etc. Autour de 2000, 3000 euros de frais d'immatriculation, plus tous les frais inhérents à votre activité liés à l'acquisition de tout le matériel. Ce qu'il faut savoir derrière, c'est que si vous achetez des locaux qui n'étaient au préalable pas des locaux équipés et qui sont pas en adéquation avec l'organisation architecturale que vous voulez en faire par la suite, il faudra scinder les gros travaux qui touchent à la structure, qui doivent être financés par la SCI, et les travaux d'aménagement spécifiques à l'activité qui doivent être financés par la SARL ou la CELARL ou la SCP, ou enfin par l'activité professionnelle. Si vous êtes amené à casser le cloisonnement, à refaire du cloisonnement parce que vous voulez adapter des boxes de travail par professionnel, normalement cette dépense-là devra, même si les murs sont détenus par la SCI, ces dépenses-là devront être supportées par la société d'exploitation, parce que la SCI loue un bien en l'état, et après si l'exploitant veut l'adapter à son activité, c'est à elle de le prendre en charge.
D'accord? Donc pensez bien dans votre budget plan de financement de la société. On doit avoir l'acquisition de matériel, les travaux, installations, les aménagements spécifiques à l'activité, ce qu'on appelle les frais d'établissement honoraires des tiers qui vont vous aider pour toute la création de la société. On retrouve aussi généralement une caution parce que le local va nécessiter l'inversement de 2 mois de loyer en termes de caution. Tout ce qui est frais initial au démarrage du projet doit être prévu dans ce plan de financement dans les emplois. En contrepartie de ça, eh ben, vous allez devoir trouver un équilibre et de dire bon voilà, j'ai besoin de 300, 400, 500 000. Qu'est-ce que j'ai à mettre en face? Alors, l'élément, la variable d'ajustement, ben, ça va être nos amis banquiers qui vont venir combler votre plan de financement pour trouver un équilibre. Sauf que déjà, au préalable, ben, on peut vous demander soit de l'apport personnel. Généralement, les banquiers aiment bien 20% d'apport personnel sur le projet. Je vous dis, après vous êtes des professions où ils sont prêts à passer outre selon la solidité de votre dossier. Voilà, j'ai fait plusieurs cadres de financement actuellement de gros cabinets de kiné, de jeunes qui s'installent entre une 7-8 qui s'installent avec des apports minimes et les banquiers ils sont allés avec un financement à 100% de l'enveloppe là très très récemment à des taux ultra compétitifs. Donc vous êtes encore des professions qui sont financées assez facilement. Après, si vous avez un peu d'apport, max 20%, parce qu'au-delà ça n'a pas d'intérêt, il vaut mieux garder son apport à titre perso que de l'injecter dans un projet professionnel. Mais si vous en avez un petit peu, c'est toujours cohérent de mettre un petit apport pour montrer votre investissement aux partenaires financiers. Cet apport peut être de plusieurs sortes. Il peut être en numéraire, le plus classique, c'est-à-dire en cash, soit en nature. Vous avez un appareil que vous voulez apporter qui a une certaine valeur. On va pas apporter un appareil qui vaut 300 €, ça n'a aucun intérêt, ça va faire de la lourdeur administrative, pas grand-chose. Mais vous avez je sais pas, un appareil spécifique à votre activité que vous voulez apporter. Certains associés peuvent mettre de l'argent en cash et vous pouvez mettre de l'argent en nature par l'apport d'un matériel qui sera valorisé et on aura une répartition du capital au prorata de la valeur de chacun. Ceux qui ont mis en numéraire 1 € pour 1 €, ceux qui ont mis en valeur marchandise, matériel, on valorisera le matériel pour déterminer le nombre de parts qu'ils auront dans la future société. C'est pour combler les problématiques des associés qui n'ont pas la possibilité de mettre de l'argent. Autre possibilité aussi, vous allez me dire le problème c'est que si on n'a pas la même capacité d'apport au départ, on va créer une incohérence dans la répartition du capital. On peut très bien, pour éviter de léser un associé qui va s'investir autant que les autres dans le fonctionnement de la société, mais qui a un peu moins d'apport à mettre au début, on peut scinder l'apport en 2 catégories. La première, comme je vous ai dit, c'est le capital, mais bon, on peut aussi dire chaque associé met 500 € en capital, on se retrouve avec un capital de 1 500 € si on est 3 associés, et il y a un associé qui a 10 000 € en plus à mettre dans la société, pour éviter d'avoir 98% des parts de la société, parce que s'il met 10 000 et que les autres mettent 500, il y aura une grosse différence dans la détention du capital. On limite l'apport à chacun de 500 €, et l'associé qui veut apporter ses 10 000, il va les mettre en compte courant d'associé, avec la possibilité de se le rembourser sous un délai défini, 2, 3, 4, 5 ans, avec un taux d'intérêt défini ou pas, etc. Donc on va prévoir les modalités de remboursement de cet associé-là, qui rapportera de l'argent, et cet argent, la société lui devra, elle apparaîtra dans les dettes, sauf qu'il ne va pas venir perturber la répartition de départ, parce qu'il n'y a rien de pire que de travailler autant que son confrère et d'avoir beaucoup moins de parts dans le capital juste parce qu'au départ on avait quelques milliers d'euros à mettre en moins dans le projet. C'est le meilleur moyen pour que ça explose très très rapidement. Une fois qu'on a fait le point des apports de chacun, et avant d'aller voir la banque, on va regarder un petit peu tous les petits financements à côté qu'on peut espérer avoir. C'est pas gagné dans le cas d'une activité libérale, mais sachez qu'il existe plusieurs types de financement. On a soit de la subvention pure, ça veut dire qu'on vous demande pas le remboursement, on vous donne une somme. Là on peut retrouver ça au sein d'un dispositif qui s'appelle le Pass Occitanie,
où ils vont vous financer jusqu'à 20% des investissements, sauf que c'est des investissements bien définis, dans un cadre bien défini, c'est la région qui met ça en place, et tout ce qui est notion écologique, éco-responsable, etc., y est également rentre dans les critères. Donc on peut se rapprocher d'organismes de la région pour espérer toucher 10, 15, 20 000 euros peut-être en complément, en cash, pour nous aider à boucler notre projet financier. Il y a aussi un organisme qui s'appelle l'ADEME, je me rappelle jamais ce que ça veut dire, qui est, je l'ai plus si je l'ai, qui s'appelle l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Autant vous dire que je les ai jamais sollicités, mais ils font aussi de la subvention pour les projets éco-responsables ou autres, avec une notion labellisée écologique. Donc c'est des organismes à connaître, à solliciter au cas par cas. Le problème c'est qu'il y a beaucoup, faut lire entre les lignes, on a toujours l'impression de rentrer dans les cases et au final on n'a jamais la somme parce qu'il y avait la petite astérisque qui faisait que on n'avait pas telle ou telle condition qui était réunie. Bon, faut savoir que ça existe et c'est toujours des organismes qui sont intéressants à solliciter en amont. Et après, on a d'autres types de partenaires qui font qui font pas de la subvention, qui font du financement à taux zéro. Ça permet d'alléger un peu la pression sur les banquiers. On retrouve des organismes tels que le Réseau Entreprendre, France Initiative ou autres. Ça s'adresse à l'origine plus sur les activités commerciales, industrielles, artisanales. Mais ils font aussi des professions libérales. À partir du moment où on est sur un projet un peu novateur, c'est sûr qu'ils vont pas financer le kiné qui va s'installer et acheter de façon assez classique. Si on est sur un projet un peu plus innovant avec la création d'emplois, parce que c'est des organismes qui sont très attachés à la création d'emplois en Languedoc-Roussillon ou autres, ils sont amenés à étudier des dossiers et à octroyer des sommes qui peuvent aller jusqu'à 25 000 euros par associé, soit par exemple c'est 375 000 euros quand même, qui peuvent apporter avec un différé de 6 mois, c'est-à-dire pendant 6 mois vous remboursez rien du tout, ce qui est quand même assez appréciable quand on démarre, et avec des taux zéro, de l'argent prêté gratuitement. Une fois qu'on a fait le tour de tout ça, il reste que la banque pour aller mettre le complément et assurer notre équilibre financier. Très important, quand on va faire la liste de nos emplois et la liste de nos ressources, il faut toujours que les ressources soient supérieures aux emplois. Au moins égales, mais à mon avis plutôt supérieures. Parce que c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement. Vous allez démarrer une activité dans des nouveaux locaux aménagés. Vous n'allez pas avoir le premier mois, le deuxième, le troisième mois, sûrement le chiffre d'affaires ou les recettes qui vous permettront d'être à l'équilibre financier. Il va s'écouler plusieurs mois où vous allez le bouche à oreille, etc., qui va faire que vos agendas respectifs vont se remplir et vous allez atteindre un point d'équilibre au bout de 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois. Sauf que ce point d'équilibre-là, les mois où il n'est pas trouvé, vous allez créer du déficit comptable et financier. Et si vous n'avez pas prévu au démarrage un fonds de roulement qui permet de faire face à ces 3, 4, 5, 6 mois de déséquilibre, au bout de 3 mois, on va aller voir le banquier en disant on est à découvert, on passe plus, etc. Et c'est pas quand on est en difficulté qu'on va se demander quoi que ce soit à une banque, parce qu'au contraire, on va lui faire peur. S'il a déjà mis plusieurs milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros dans le projet, il va pas en remettre 3, 4 mois après, il va plutôt prendre peur et ça risque de complexifier les choses. Donc il faut toujours prévoir un fonds de roulement qui permet de faire face au premier mois d'activité. Ce qui est important de savoir, c'est que ce fonds de roulement, la banque ne le financera pas. Eux, ils vont financer uniquement du matériel. Supposons qu'on reprend un cas concret, vous avez 200 000 euros d'investissement. Vous pouvez pas demander 250 000 euros de financement à la banque pour vous faire 50 000 euros de fonds de roulement. Ça sera impossible. Eux, il faut qu'ils s'adossent, qu'ils justifient les financements qu'ils octroient, et ils vont pas vous financer du cash. C'est pas leur politique, c'est pas leur métier. Eux, ils vont vous financer déjà 200 000 euros et vous devez dire merci parce que c'est déjà bien s'ils financent 100% sur un projet de création. Et les 10, 20, 30, 40, 50 000 euros que vous voulez mettre de fonds de roulement, là, cet argent-là va venir soit de votre apport personnel,
soit des différents organismes de financement qu'on a vus, PASS Occitanie, ADEME, Réseau Entreprendre, etc. Vous n'aurez pas ce fonds de roulement, donc généralement, c'est pour ça que quand on a de l'apport, on demande aux banquiers de monter le plus haut possible, le plus proche possible des 100%, mais son apport, on le met quand même, mais pour gérer les problématiques de trésor et démarrer serein avec un compte en banque avec plusieurs chiffres derrière, plusieurs zéros derrière le chiffre pour être serein sur le démarrage d'activité, quoi. Ouais, alors, il y a plusieurs approches. Sur des gros montants, généralement, les banques débloquent sur facture. Elles vont vous octroyer un budget et ce budget, elles vont vous dire fournissez-nous les factures, on vous débloquera au fur et à mesure. C'est 80% des banques. Il y en a certaines qui vont vous dire bon voilà, on vous a octroyé 200 000, on vous met 200 000 sur le compte, vous l'utilisez comme vous voulez. Et on aurait pu très bien au préalable dire bon, on part sur la fourchette haute et finalement on a peut-être besoin que de 150, 160, 180. Mais de plus en plus, ils sont au courant un peu de cette façon de fonctionner et eux, ils ont besoin de savoir exactement ce qu'ils financent. Donc ils demandent des factures. On retrouve aussi, on a toujours des clients qui sont malins et qui vont nous faire passer des factures pro forma qui vont jamais jamais payer. Les banquiers débloquent et on se retrouve à avoir le cash aussi. Mais dans les faits, non quoi. Dans les faits, ils débloquent sur facture et sur justificatif. Je vous ai mis un modèle de plan de financement. Je pense que vous avez dû tous déjà en voir ou peut-être pas. Voilà comment ça doit se présenter. Ça se fait sur Excel. Alors nous on a des logiciels, mais bon, vous pouvez très bien gérer ça sur Excel où on retrouve. On est en notion premier jour, hein, c'est vraiment important ça. C'est vraiment alors premier jour avec un S. Hein, c'est voilà les dépenses des dépenses liées à l'installation. C'est les premiers jours. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin en termes de frais d'établissement, ce que je vous ai évoqué, constitution de la société, etc. L'achat d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, d'une patientèle. À première vue, c'est pas votre projet, mais je sais pas. Donc, si vous êtes amené à reprendre un cabinet qui tourne, il faut prévoir aussi le rachat de la patientèle. Est-ce que vous savez à peu près combien ça se rachète une patientèle de kiné en pourcentage des recettes? Généralement, on est. Alors, les prix remontent un peu du fait qu'il y a une numerus clausus entre guillemets sur l'installation. On est entre 25 et 40% des recettes annuelles. Donc, un professionnel qui fait 80 000 euros de recettes à l'année, s'il vend sa patientèle, on est entre 20 et 30 000 euros de valo. C'est dans les grandes lignes. Hein. Après, vous pouvez trouver une super opportunité à 50% parce que il y a beaucoup plus de rentabilité, il y a un gros volume, il y a un cabinet de renom, etc. Mais voilà, après, généralement, c'est entre 20 et 40% des recettes annuelles. Derrière, donc, l'immeuble, vous oubliez. La partie immeuble, terrains locaux, on a vu que c'était pas financé dans la société d'exploitation, mais c'est un plan de financement qu'il faut faire à part pour la SCI. Si vous êtes puriste, il faudrait faire deux plans de financement. Un plan de financement pour la SCI, un plan de financement pour la société d'exploitation. Parce qu'on a vu que c'était deux sociétés distinctes et deux financements distincts. Le matériel machine, les travaux d'agencement, aménagement, l'éventuel matériel de bureau, informatique, etc. qu'il ne faut pas oublier. Je pense que maintenant tout le monde est informatisé, donc il faut tout ce qui est matériel informatique par poste, tout le matériel de bureau, etc. Véhicule éventuellement, et voilà, et tous les investissements auxquels vous pouvez penser autres par rapport à votre projet. En contrepartie de ça, on a les deux premières lignes qui sont les apports des associés, soit en capital, soit en compte courant, s'il y a des divergences d'apport entre associés, les éventuelles aides et subventions, et l'emprunt bancaire. Et l'écart, qui est ici, c'est vos ressources moins vos besoins, ça correspond à votre fonds de roulement. C'est l'argent que vous aurez le lendemain de l'ouverture sur votre compte, de façon théorique, ça ne sera jamais le cas, mais c'est l'argent que vous aurez quand vous démarrez votre exploitation et que tout sera payé, tout le matériel aura été payé. Pas de questions ? Alors une fois qu'on a fait ce plan de financement, donc généralement ça c'est le plus simple entre guillemets, il suffit de mettre des chiffres et d'équilibrer son plan de financement.
Derrière, il va falloir qu'on puisse justifier de la capacité de rembourser ses dettes et normalement rembourser le banquier parce que c'est la première personne qu'il faut convaincre au démarrage du projet. Donc il va falloir faire un prévisionnel d'activité. Une fois qu'on va lui dire, ben voilà, mon plan de financement est à l'équilibre, lui ça lui suffit pas, il va dire ok, votre plan de financement est à l'équilibre, mais moi, le mois d'après et les X mois suivants, ben je vais avoir mon échéance de X milliers d'euros qui va tomber tous les mois. Comment vous pouvez me garantir que vous allez pouvoir me rembourser tous les mois en rapport avec votre projet? Et c'est là que rentre en compte l'établissement d'un prévisionnel d'activité, ce qu'on appelle un business plan. En fait, généralement, c'est la notion de prévisionnel plus plan de financement. C'est l'approche globale financière qui est fait pour justifier la capacité de remboursement. Donc là, voilà, vous devez en plus creuser un peu la tête, en plus du plan de financement, faire un compte de résultats, ce qu'on appelle recettes-dépenses, pour pouvoir justifier d'une capacité de rembourser l'emprunt. Vous pouvez très bien avoir, alors après soit vous le faites à l'année, un prévisionnel par an, on peut même faire des prévisionnels par mois, peut-être la première année faire 12 mois et après année 2, année 3, année 4. Généralement la première année il faut l'analyser au mois le mois pour être sûr que le fonds de roulement qui est l'excédent de cash lié au financement, permettre de couvrir les déséquilibres des premiers mois. Après, si vous, dans votre projet, vous êtes à l'équilibre dès le premier mois, tant mieux pour vous. J'ai un peu du mal à le croire, mais ça peut, on sait jamais. Mais dans les faits, généralement, bon voilà, il faut 3, 4, 5, 6 mois avant de pouvoir assurer l'équilibre financier. Ça, le banquier est prêt à l'entendre. Si vous avez au préalable fait l'effort financier au départ pour prendre en charge ce déséquilibre. Autre élément important, quand vous allez établir votre prévisionnel, compte de résultats, vous allez, selon moi, il est plus cohérent de partir des dépenses, de lister des dépenses loyer, petit matériel, frais de personnel s'il y en a, cotisation à l'ordre, assurance, responsabilité civile, les éventuelles prévoyances, contrat prévoyance retraite que vous pouvez souscrire, etc. Commencez par lister vos dépenses. Et en fonction de ces dépenses-là, donc dans ces dépenses-là, il est aussi important d'intégrer la rémunération du dirigeant, donc c'est-à-dire votre rémunération et la rémunération de l'ensemble des associés. Donc là aussi, c'est fonction des impératifs de chacun. On peut avoir des personnes qui sont encore chez leurs parents et qui n'ont pas de besoins financiers, qui se disent moi je peux me laisser un an sans me payer pour me laisser toutes les chances de mon côté, ou d'autres personnes qui ont un emprunt à rembourser sur leurs études et qui sont déjà qui doivent faire face à des échéances loyer et autres et qui ont même besoin d'impératifs de revenus d'entrée. Donc il est important aussi de faire une petite mise au point chacun sur votre situation personnelle et sur votre volonté ou pas de se rémunérer la première année, ce qui va mettre un petit peu plus de pression sur le projet financier, parce que forcément ça sera du chiffre supplémentaire à faire, mais bon voilà, en tout cas ça sert à rien de partir sur un projet où vous rémunérez pas si au bout de 3 mois vous êtes mis à la porte de chez vous et que vous n'avez plus la capacité de payer votre loyer. Donc il faut vraiment mettre des chiffres. Ce que va demander le banquier aussi, c'est une cohérence entre les rémunérations que vous octroie l'activité et les besoins que vous avez à titre personnel. Est-ce que vous avez des emprunts, est-ce que vous avez un loyer, est-ce que vous avez tous ces éléments là. Donc il est important de faire déjà un trait sur le minimum vital entre guillemets. Ce qui est généralement bien de mettre dans un premier bilan, c'est quand même pas montrer que vous partez avec 5000 € de rémunération la première année. Ça va paraître un peu prétentieux et malvenu, et plutôt partir sur une rémunération plutôt basse pour montrer que vous êtes en capacité de laisser à la disposition de la société ce qui va lui permettre rapidement de trouver son équilibre. C'est souvent, on le voit nous en tant qu'accompagnateur de projets divers et variés, on a souvent des boîtes qui tournent mais qui s'arrêtent. Alors c'est une boîte qui tourne pas du tout et qui s'arrête aussi. On a souvent des boîtes aussi qui tournent. Alors par
parle moins d'activités médicales et paramédicales, mais qui ne sont pas en adéquation avec le revenu dont a besoin le dirigeant. Et naturellement, on se retrouve à devoir mettre en vente ou à arrêter, juste parce que il y a un décalage entre ce que génère l'activité et ce que le dirigeant a besoin en face. Donc on peut avoir un business rentable, mais le critère de rentabilité et de performance, chacun le fixe où il veut, quoi. On peut être rentable en prenant 2000, en considérant qu'avec 2000 euros par mois, ça nous suffit largement et on a un business qui est rentable. On va dire, moi j'ai besoin de 5000 euros, si ça dégage 2000 euros, j'arrête, quoi. Donc mon projet est considéré comme pas cohérent. Donc c'est chacun qui fixe ses critères. Oui. Alors oui, vous faites bien d'enchaîner ça. La question c'est de savoir comment on évalue les revenus sur les premiers mois d'activité. Comme je vous ai évoqué, on démarre par le plus facile, qui sont les dépenses, qu'on peut le plus facilement estimer, budgéter, faire des devis à droite à gauche. Le loyer on le connaît, les honoraires de son expert comptable on les connaît. Voilà, on peut tout définir de façon assez précise. La grosse interrogation c'est votre activité, vos recettes. Et là, prendre des moyennes, des statistiques nationales déjà. Je vous ai mis à la suite du diapo un petit peu les statistiques nationales de ce que font vos confrères. Dire voilà, moi j'étais assistant dans un tel cabinet, donc si je m'installe, je sais qu'il y a tel client qui vont me suivre. Moi je démarre totalement, donc je démarre à zéro, je sais qu'il va me falloir 3, 4, 5 mois avant de remplir mon agenda. Je veux travailler 4 jours par semaine, moi 5 jours, nombre de patients que je peux voir par jour, peut-être que j'ai 2 postes de travail, un box pour masser, une salle de sport où je peux installer les patients, donc je peux aussi voir 2 patients à la fois. Voilà, déjà définissez votre modèle. Partez sur une progressivité d'activité, forcément votre agenda sera pas plein le premier mois. Dites-vous qu'il faut entre 4 et 6 mois, c'est un peu l'expérience que j'en ai avant de commencer à remplir vraiment son planning. Et faites une progressivité de chiffres pendant ces mois-là. Après, c'est la boule de cristal, quoi. Alors, généralement on fait 2 prévisionnels, on s'en fait un pour soi plutôt pessimiste, mais celui de banquier on le fait un peu plus optimiste parce qu'ils savent très bien que les projets qu'on présente sont toujours très optimistes et ils prennent toujours une marge de manœuvre. Donc si on tombe sur quelqu'un qui est très pessimiste, et qu'on arrive sur un dossier où on arrive ric-rac à l'équilibre, ça peut faire peur parce qu'ils sont tellement habitués à avoir des gens qui s'emballent et qui leur présentent des trucs ultra ambitieux que ça peut se retourner un peu. Donc généralement on fait son petit prévisionnel à soi en disant mais voilà mes perspectives. Après voilà, moi j'ai besoin de montrer mon équilibre financier, montrer qu'on est largement excédentaire rapidement et je travaille quelque chose d'un petit peu plus ambitieux, cohérent mais ambitieux, quoi. Autre élément important, la rémunération du dirigeant. Comme on l'a vu, je vous l'expliquerai tout à l'heure, ça va être un peu compliqué sinon. Oui, je vous l'expliquerai tout à l'heure, parce que la rémunération du dirigeant n'a pas le même impact selon qu'on soit à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Donc ça va, là à l'oral comme ça, vous n'allez pas comprendre grand chose. Je vais essayer de vous l'expliquer après par les schémas qui suivent. Généralement, on profite de l'établissement d'un prévisionnel pour déterminer un point mort. C'est à ce moment-là qu'on va dire, voilà, au vu de la configuration et des dépenses à engager pour votre cabinet, vous serez à l'équilibre à partir du moment où vous ferez tant de recettes par an, par mois, par jour. Généralement, c'est des critères journaliers qu'aiment bien ou hebdomadaires en disant, il me faut... je sais pas, il me faut 1500 euros de recettes par kiné par semaine. Pour assurer l'équilibre financier. Au moins vous avez un critère en disant mais voilà, je sais qu'à partir jusqu'à ce chiffre-là, je couvre mes frais. Au-delà de ce chiffre hebdomadaire ou mensuel, je commence à gagner de l'argent et cet argent il est pour moi, quoi. En partie pour l'URSSAF et la Carpinco aussi, mais il commence à être pour moi et pour ces organismes-là. Au préalable, il est juste pour couvrir les frais de sa structure et rembourser son emprunt. C'est ce qu'on appelle un point mort, seuil de rentabilité. Ça a plusieurs noms. C'est toujours intéressant de le déterminer. Et vérifier aussi que ce dernier n'est pas incohérent. Si on demande à chaque professionnel de sortir 100 000 euros de recettes par an pour équilibrer le projet,
Même si tout le monde est à 120%, ça veut dire que c'est un cabinet qui va pas dégager beaucoup de cash, quoi. Donc c'est trouver une cohérence entre tout ça. Vous pouvez aussi la possibilité de prévoir, avec l'augmentation le remplissage de vos plannings, à terme peut-être l'intégration de kinés, assistants collaborateurs, qui aussi procéderont à des rétrocessions d'honoraires sur la patientèle que vous leur aurez mis à disposition. Là, bon, vous le savez mieux que moi, généralement on est sur des rétros équivalentes entre 20 et 30% des recettes. Donc ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez intégrer, alors pas le deuxième mois parce que forcément vous aurez personne à mettre à disposition des kinés assistants, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être intégré en année 2, 3 pour vous donner encore plus d'oxygène financier, et surtout si vous avez la capacité d'accueil, il faut optimiser et remplir le cabinet pour en dégager la meilleure performance économique possible. Bon, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Attention à un optimisme beaucoup trop important qui va décrédibiliser vos chiffres. Généralement, les porteurs de projets sont toujours très très ambitieux. Pareil, peut-être un peu moins dans votre secteur que dans d'autres secteurs, parce qu'on a des chiffres beaucoup plus concrets. Mais voilà, on va arriver à des projets qui sont totalement incohérents et qui, même si tous les chiffres sont au vert dans le tableau qu'on va présenter au banquier, s'ils ne sont pas cohérents et pas en adéquation avec les chiffres normaux dans le secteur, on peut décrédibiliser complètement le dossier. D'où l'intérêt de se référer aux statistiques sectorielles qui sont à disposition. Je vous en ai mis deux. C'est les statistiques des conférences d'ARAPL. Les ARAPL, c'est des centres de gestion. Ça regroupe tous les professionnels libéraux, indépendants. Par contre, les dirigeants de SEL ne sont pas répertoriés là-dessus. Il n'y a pas toutes les structures en SEL, SCP, etc. Par contre, c'est un regroupement de statistiques de d'une partie des professionnels qui exercent en libéral et qui déterminent des statistiques nationales. Bon, ça c'est les statistiques du kiné collaborateur, c'est un peu moins intéressant. Et là je vous ai mis les statistiques 2017, on n'a pas encore les 2018, des kinés titulaires. Pour avoir un ordre d'idée, c'est les statistiques qui sont prises sur une moyenne de 11 573 kinés, donc ça reste une part infime de votre profession quand même, mais c'est quand même un chiffre plutôt représentatif. Et donc sur les 11 000 kinés sur lesquels on a repris leur déclaration 2035, il établit que en moyenne ils ont 94 200 € de recettes par an. Donc si vous présentez un projet où vous avez 120 000 € de recettes la première année, plus que la moyenne nationale, c'est un peu compliqué. D'accord. Et sur les 11 573, on en a 2 894 qui génèrent en moyenne moins de 63 800 et en moyenne 52 000. 2893 qui font en moyenne 77 000. Entre 83 et 110, il y en a 2893 et ils font en moyenne de 99. Et ceux qui font plus de 110 000, ils sont 2893 aussi et ils font en moyenne 150 000 €. Donc les gros faiseurs sont aux alentours de 150 000 € de recettes. J'en suis pas mal de kinés, 150 000 €, on commence à être sur des cabinets qui tournent excessivement bien. Et on peut pas faire du 1 patient à 150 000 €, ça me paraît impossible. Donc on est sur plusieurs patients à la fois et des cabinets des structures de cabinets qui peuvent le permettre aussi. Donc là vous avez derrière toutes les dépenses en cas euros et en pourcentage. Donc en moyenne, un loyer représente 6,67% des recettes d'un kiné. Et forcément, ce montant évolue selon l'évolution du chiffre, mais bon, c'est un critère qui est relativement cohérent. Et on a des charges de fonctionnement qui représentent à peu près 42%. Derrière, on a 4% d'impôts et taxes, 1% de frais de personnel, parce que vous avez quand même encore une profession où il y a très peu de salariats, avec Doctolib et tout. Maintenant, il y a de moins en moins besoin de salariés, donc on a beaucoup de professionnels qui exercent sans salariés, donc le poste salaire net, charges sociales sont relativement ridicules. Et on a un peu de remboursement financier, mais là aussi on est sur des cabinets libéraux, donc avec des investissements plutôt réduits, et donc des parts de remboursement d'emprunt plutôt bas. Et on sort
une moyenne de la profession à 48 000 euros, soit 4 000 euros net par mois. On est sur des kinés titulaires. On a exclu les kinés remplaçants et assistants, donc ceux qui démarrent, les personnes qui démarrent sont exclues de ces statistiques-là. Et on est sur un revenu, sur un bénéfice de BNC, donc on est sur un revenu, c'est ce qui correspond au revenu restant pour le dirigeant, d'accord ? Enfin, pour l'entrepreneur. Il a au préalable fait face à l'ensemble de ses charges sociales. On le voit là, avec la CSG déductible, avec les charges sociales, etc. Les charges sociales personnelles, elles sont là. 13 000 euros en moyenne. L'URSSAF Carpinco, 13 000 euros. Plus la CSG, 3 000 euros. Et après paiement de toutes ces dépenses, et y compris les charges sociales, il reste un revenu net, avant impôt sur le revenu, de 48 000 euros. À ça, il faut enlever l'impôt sur le revenu en fonction du barème progressif. 48 000 euros célibataire sans enfant, ça pique un peu en termes d'impôt. Je vais pas vous faire un calcul de tête comme ça, mais je dirais 6-7 000 euros d'impôt sur le revenu. On est quasiment à 2 mois de revenus rien qu'en impôt sur le revenu. Donc il faut défalquer à ce revenu-là pour un revenu net, quoi. Et les plus de 110 000 euros de chiffre, à la fin, il leur reste 80 000 euros de revenus. 80 000 euros seul, sans enfant. On est à 20-25 000 euros d'impôt sur le revenu par an. Ça monte très très vite. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi appréhender, la notion d'impôt sur le revenu. C'est les statistiques moyennes. On n'a pas retenu que les kinés qui travaillent 4 jours ou 5 jours par semaine. C'est les statistiques moyennes. Donc forcément, si on part déjà en travaillant 5 jours par semaine, sachant qu'on sait qu'il y en a 1 sur 2 ou 2 sur 3 qui font plutôt du 4 jours, on sait qu'on peut déjà essayer de surperformer par rapport à la moyenne, parce que c'est une moyenne tirée de l'exercice libre de chacun, quoi, où on n'a pas que des gens qui travaillent à temps complet. Après, quand même, une bonne majorité sont au moins sur du 4-5 jours, quoi. Ça tient compte que des activités des libéraux. Les SCM et SCP sont pas repris par les ARAPL parce qu'ils ne les gèrent pas. Donc on n'a pas les statistiques des sociétés. Mais c'est donc indépendamment de ces sociétés-là qui généralement font un peu plus de chiffres. Parce que les gros, s'ils sont bien conseillés, les gros dentistes, kinés, infirmières, etc., généralement il y a de l'optimisation fiscale à passer en selle. Donc les gros faiseurs de chiffres, ils sortent du libéral pour partir, enfin ils sortent du fonctionnement 2035 pour partir sur de la selle, sur le fonctionnement en selle. Donc on a les gros qui généralement sortent de ces statistiques là aussi. Donc c'est pour ça que c'est une moyenne qui est largement atteignable, parce que on a, comme vous disiez, quelques personnes qui peuvent travailler 3-4 jours par semaine, et on a les gros qui sont amenés à sortir, parce que la plupart du temps ils partent sur d'autres formes juridiques. Une fois qu'ils se sont fait un peu assaisonner en impôt sur le revenu, ils essaient d'optimiser les choses. Il nous reste encore un gros quart d'heure, 20 minutes. Je sais pas ce que j'ai voulu dire. Bon, la première fois, on ne tenait pas compte, je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. Prévoir des solutions transitoires permettant d'alléger la trésorerie de la structure. Donc c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Vous allez voir qu'au début, ça va forcément être très ric-rac, surtout sur des projets ambitieux. Et je crois qu'on vous demande d'être assez ambitieux sur le cabinet idéal. Donc généralement, on va serrer la ceinture du dirigeant et on va chercher tout type de revenus complémentaires qu'on peut espérer avoir. Alors je vous ai lancé des chiffres, des sommes comme ça, enfin des dispositifs comme ça. Le premier, c'est le faire de la sous-location. Si vous avez, forcément, on prévoit toujours plus gros, parce que si vous créez un cabinet juste pour le nombre que vous êtes, rapidement vous allez avoir des problématiques pour vous développer.
Donc il faut forcément toujours créer des bureaux supplémentaires, créer peut-être parcelliser le local pour louer à d'autres professionnels en attendant de récupérer, peut-être dans X années, faire un gros centre de kinésithérapie et récupérer les lots plus tard. Mais dans un premier temps, il faut toujours être un peu ambitieux si on ne veut pas toujours avoir un temps de retard. Surtout si on achète les murs, sinon ça veut dire que tous les quelques 3, 4, 5 ans, vous êtes obligé de vendre les murs pour acheter un autre mur plus en adéquation avec votre activité si vous voulez développer et grossir. Donc généralement, voilà, ça demande toujours d'être un petit peu plus ambitieux que la surface réelle dont on a besoin. Et dans ces cas-là, il faut trouver des petits artifices pour avoir des revenus complémentaires, comme faire de la sous-location sur des durées définies et pour encaisser des recettes, notamment peut-être la première année, de professionnels qui vont occuper telle ou telle partie du local. Je vous ai mis aussi le dispositif ARE-ACRE rapidement, c'est aussi important de le prévoir dans votre dossier. Vous allez avoir droit au dispositif ACRE. Tout créateur et repreneur d'entreprise, y compris les professionnels libéraux, lorsqu'ils se créent, ont le droit au dispositif ACRE. Qui est, comme son nom l'indique, une aide qui vous est octroyée, alors pas en argent, mais en économie de charges, parce que vous allez avoir des économies qui vont s'appliquer au niveau de la Carpinco et de l'URSSAF la première année, les 12 premiers mois, qui va être l'équivalent des cotisations allocation familiale, retraite de base, allocation maladie, etc. Il va vous rester à cotiser auprès de ces organismes-là uniquement la CSG, CRDS et la retraite complémentaire. Tout le reste va vous être exonéré pendant les 12 premiers mois pour vous inciter et vous aider lors du démarrage de votre activité. Il y a un revers à ça. C'est qu'au niveau retraite, vous voyez des trimestres, les retraites complémentaires, mais au niveau des retraites, des trimestres de retraite, c'est des trimestres validés, mais ça ne sera pas retenu comme des trimestres cotisés, parce que vous n'avez pas versé d'argent, ils sont pas fous, ils vont pas en plus vous offrir des trimestres cotisés. Donc c'est une petite répercussion au niveau de la retraite, c'est pas le plus gênant. Le plus gênant, c'est que généralement, et c'est même pas généralement, c'est le cas, l'ACRE est plafonné à un niveau de revenu. Donc c'est important aussi, si la première année vous prenez un revenu trop important, vous allez faire sauter l'exonération ACRE, donc ils vont vous l'appliquer eux pendant un an, et quand on va leur déclarer votre revenu, ils vont dire « Ah, mais en fait, vous êtes beaucoup trop haut, il va falloir rembourser en fait les allocations familiales, la retraite de base, etc. parce que vous n'aurez pas dû être exonéré, vous avez pris trop d'argent. » Quand on est en SEL, c'est assez facile, on limite sa rémunération la première année au niveau de l'ACRE. Le niveau de l'ACRE est aux alentours de 30 000 euros par an, on ne peut pas dépasser ce revenu-là. Quand on est en BNC et en libéral, c'est le problème de la plupart de vos collègues qui s'installent. Le bénéfice, on peut un petit peu l'appréhender, mais on le maîtrise beaucoup moins, parce que ça dépendra de votre activité. Et on peut des fois se retrouver à essuyer les plâtres en disant désolé, vous avez eu l'ACRE, mais il va falloir tout régulariser parce que vous avez trop bien marché sur votre démarrage d'activité. Bon, ça vaut toujours le coup de bien marcher et de se donner tous les moyens de son côté, mais c'est important d'avoir ça en ligne de compte. L'ARE, ça vous êtes moins concerné, autant l'ACRE vous allez tous être concernés sans exception. L'ARE, c'est les gens qui ont des droits Pôle emploi et qui peuvent, lorsqu'ils créent une entreprise, dire moi je veux continuer à percevoir mon Pôle emploi. C'est quelque chose qui est possible et qui permet aussi de dire moi pendant 6 mois je me rémunère pas parce que j'ai Pôle emploi qui va m'indemniser et me maintenir ma mensualité à partir du moment où je suis créateur d'entreprise non rémunéré. Et après, autre élément important, fonds de roulement conséquent, ça on l'a déjà dit, redit, à prévoir au début, en complément de ces éléments-là, pour assurer votre équilibre financier. On va finir par le plus compliqué. Là, c'est pour vous aider dans l'établissement de votre prévisionnel d'activité. Comme on a vu, si vous partez en CELARL ou en SCP, vous pouvez être soit à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt sur les sociétés. L'idée là, c'est que vous compreniez parfaitement la différence entre les deux et le mécanisme d'imposition qui va être le vôtre selon que vous ayez opté à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Je vous passe le baratin là. Je vais plutôt vous montrer le schéma, ça sera peut-être un peu plus parlant.
Là, donc on a opté pour une CELARL à l'impôt sur les sociétés. Donc on a la CELARL X qui va encaisser toutes les sommes de la sécurité sociale de la mutuelle dans le cas où on fait du tiers payant ou des sommes patients. Donc elle encaisse l'intégralité des recettes. Elle va s'occuper de payer l'intégralité des tiers fournisseurs, loyers, etc. L'intégralité des dépenses, donc soit auprès d'une SCM si c'est une SCM qui regroupe les dépenses communes, soit directement auprès des tiers, auprès de la SCI propriétaire des murs notamment, auprès des fournisseurs de matériel médical, voilà. Donc elle va payer toutes les dépenses de fonctionnement, l'assurance, les honoraires de l'expert comptable, etc. Et elle va derrière distribuer ce qu'on appelle une indemnité de gérance à ses dirigeants. L'avantage, c'est que l'indemnité de gérance, comme on l'a défini, on est à l'impôt sur les sociétés. Il y a une séparation entre la personne morale, qui est la société, la CELARL, et Monsieur X. Monsieur X n'est pas la CELARL, et la CELARL n'est pas Monsieur X. Donc si Monsieur X ne prend pas d'indemnité de gérance, et que c'est la CELARL qui prend l'indemnité de gérance, enfin que la CELARL ne verse pas d'indemnité de gérance à ses associés, la CELARL, le Monsieur X ne sera pas impacté. Il sera considéré comme n'ayant pas été rémunéré par sa société et il n'aura pas d'imposition propre. D'où l'intérêt d'essayer de déterminer la rémunération la plus cohérente en fonction de l'activité et de dire voilà, la première année on octroie X de rémunération à Monsieur X et la deuxième année tant, troisième, quatrième, etc. C'est ce qu'on appelle les indemnités de gérance. D'accord ? À partir du moment où vous êtes gérant associé d'une CELARL, si vous vous rémunérez, vous n'aurez pas de bulletin de salaire, vous n'êtes pas des salariés, vous êtes des travailleurs non salariés, article 62 du Code général des impôts, qui prévoit que vous êtes des statuts d'indépendants et vous êtes rémunérés au gré des volontés de votre société. C'est-à-dire, vous pouvez prendre 5 000 euros un mois, 0 le mois d'après, 500 euros le mois d'après. Et vous êtes totalement libre de vous rémunérer au rythme que vous voulez. Généralement, quand il y a plusieurs associés, on cadre les choses en disant on prend tant par mois chacun. C'est quand même plus clair que si chacun va ponctionner sur la société ce qu'il arrange. Mais quand on est en CELARLU, voilà, on a des mouvements qui sont vraiment en fonction de l'activité, où on a des dirigeants qui se rémunèrent au gré de leurs envies et de leurs dépenses quotidiennes aussi. C'est ce qu'on appelle les indemnités de gérance. À la fin de l'année, on fait un cumul de toutes les indemnités de gérance prises par chacun et on va déclarer ça à l'administration fiscale et à l'URSSAF et à la Carpinco en établissant une déclaration qu'on appelle la DSPAM, la déclaration sociale des praticiens auxiliaires médicaux. Et derrière, vous allez avoir l'URSSAF et la Carpinco qui va vous régulariser parce qu'ils sont toujours avec un temps de retard. Quand on démarre la première année, on est sur un forfait début d'activité, ils considèrent que vous gagnez 8 000 euros par an. En deuxième année, jusqu'au mois d'octobre de la deuxième année, ils considèrent que vous gagnez 10 000 euros par an. Et à partir du mois d'octobre de l'année N+1, ils vont vous régulariser par rapport à votre revenu de l'année N. Et ainsi de suite. Donc vous êtes sur des forfaits début d'activité. Si vous voulez calculer combien vous allez payer de charges sociales en année 1 et jusqu'au mois d'octobre de l'année 2, le site de l'URSSAF et de la Carpinco sont très bien faits. Vous cliquez sur mes forfaits en démarrage d'activité. Ils vont vous dire à l'euro près combien vous allez devoir payer la première année et les 10 premiers mois de la deuxième. Ils vous disent pas ce que vous allez devoir régulariser en fin de deuxième année. Parce que ça sera dépendant de votre revenu de la première année. Et là, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Est-ce que vous êtes encore dans le seuil de l'ACRE ou vous êtes plus dans le seuil de l'ACRE? Quel est votre revenu en rapport avec les 8 000 euros qu'ils ont pris de base? Forcément, si vous gagnez moins de 8 000 euros, ils vont vous devoir de l'argent, ce qui est rarement le cas. Si vous gagnez plus de 8 000 euros la première année, c'est vous qui devrez régulariser en fin de première année. Et ainsi de suite. Votre revenu de la deuxième année, ils sont partis sur une base de 10 000 euros d'acompte provisionnel. Vous allez gagner 20, 30, 40 000 euros. Ils vont vous dire, en fait, on a beaucoup... Il y a un gros manque de cotisation et ils vont vous régulariser ça en année 2. Généralement, l'année la plus douloureuse, c'est la fin de première année, enfin la fin de l'année N+1, donc la fin de deuxième année. Et il y a un autre reliquat fin de troisième année et après, on commence à être un peu plus flat en termes de cotisation sociale. Ok ? Et donc ce monsieur X, pardon, je suis allé trop vite, et donc ce monsieur X sera soumis à l'impôt sur le revenu en rapport avec les indemnités de gérance qu'il aura pris. Il a pris 24 000 euros, il déclara 24 000 euros à l'administration fiscale, il a pris 60 000 euros, il déclara 60 000 euros à l'administration fiscale, quelle que soit l'activité de sa CELARL. D'où l'importance dans votre budget prévisionnel. Si vous êtes en société à l'IS, vous mettez vos recettes, toutes vos dépenses, loyer, etc. et vous rajoutez
l'indemnité de gérance. C'est une charge déductible, parce que c'est une personne à part entière. Le gérant est une personne à part entière de sa société. Donc la société, elle dégagera un bénéfice qui sera, contrairement à ce tableau-là qui est une comptabilité à l'IR d'impôt sur le revenu, on n'a pas de déduction de la rémunération du dirigeant. La rémunération du dirigeant, le dirigeant il se rémunère sur son bénéfice. Si on est une société d'exercice libéral à l'impôt sur les sociétés, il faudra qu'on rajoute dans les charges rémunération du dirigeant 24 000, 30 000, 60 000. Et il faudra du coup diminuer le bénéfice en rapport avec la rémunération qu'aura pris son dirigeant, qui sera une charge comme si on avait payé un salarié, quoi. D'accord ? Différence IR-IS. Donc l'IS, on paye les tiers, on paye Monsieur X. Monsieur X paye son URSSAF et la Carpinco, ou on fait payer l'URSSAF et la Carpinco à la CELARL. On voit un peu tout type de fonctionnement. Généralement, l'URSSAF et la Carpinco est payé par la CELARL, mais tout est possible. Et derrière, la SARL X, sur son bénéfice restant, une fois qu'elle aura payé ses fournisseurs et qu'elle aura payé ses dirigeants, elle devra payer un impôt qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, je vous l'ai mis là, il se calcule de la façon suivante. Il est soumis à 15% du bénéfice jusqu'à 38 120 € de résultat. Au-delà de 38 120 € de résultat, vous allez payer 28% sur votre bénéfice. Généralement, comme vous le comprenez, on essaie d'arbitrer pour que le bénéfice ne dépasse pas ce seuil de 38 120 €, qui est le seuil... Voilà, le seuil qui engendre une augmentation assez significative de l'imposition de la société. Et donc le meilleur moyen, comme vous l'avez compris, je suppose tous, le meilleur moyen de baisser cet impôt société et de maîtriser sa fiscalité sur la société, c'est de jongler avec les indemnités de gérance. Vu que l'indemnité de gérance est une charge déductible, s'il n'y a pas de bénéfice, on va baisser le revenu parce qu'on n'a pas de raison de prendre de l'argent que la société ne dégage pas et sortir des pertes. Mais si on sort un gros bénéfice, on n'a pas de raison de prendre 1 000 € par mois si derrière sa société sort 80 000 ou 100 000 € de bénéfice et va payer 28% d'impôt société dessus. Donc l'indemnité de gérance doit être de façon parfaitement cohérente en rapport avec ce que dégage votre activité, que ce soit à la hausse ou à la baisse. De toute façon, le statut d'indépendant, c'est toujours s'adapter à ce que dégage son activité et prendre en fonction de ce que dégage son activité. Donc l'autre cas, dans le cas où on est à l'impôt sur le revenu, donc là c'est dans le cas où on est en BNC avec une SCM, dans le cas où chacun veut exercer en nom propre avec une société commune, on est tous automatiquement à l'impôt sur le revenu, ou dans le cas où on est sur une SCP, n'ayant pas opté à l'impôt sur les sociétés. Dans ces cas-là, on parle de transparence fiscale ou de translucidité fiscale. Ça veut dire qu'il y a confusion entre la société et ses associés. La société n'a pas une existence fiscale propre. La société sort un bénéfice. Elle ne déduit pas la rémunération de ses dirigeants parce que les dirigeants, c'est elle. Et donc, elle répartit son bénéfice à ses dirigeants et les dirigeants vont supporter... Donc le cas de la société hier, la société encaisse toujours de la sécu et des mutuelles ses prestations. Elle va reverser l'ensemble de ses fournisseurs les paiements divers et variés. Par contre, elle va pas avoir de case d'impôt société parce qu'elle n'a pas d'imposition. L'administration fiscale ne va rien lui demander. Mais par contre, la société dit, voilà, moi j'ai gagné 80, 100 000 €, j'ai 2 associés, et du coup, chaque associé a gagné 50 000 € parce que moi, société, j'en ai gagné 50. Donc, les associés vont devoir déclarer leur quote-part de bénéfice et vont chacun être imposés à l'URSSAF, à la Carpinco et à l'impôt sur le revenu sur leur quote-part de bénéfice. Supposons qu'ils aient la société fasse 100 000 € de bénéfices, chacun a une quote-part de bénéfice de 50 000 €. L'associé a beau avoir pris 24 000 € sur l'année parce qu'il n'a pas besoin de plus, il sera quand même imposé sur 50 000. C'est pas le problème de l'administration fiscale. Ils vont vous dire non, vous avez dégagé 50 000 € de bénéfices. Nous on veut notre impôt sur le revenu sur la base de 50 000. Vous avez pris 24 000, c'est un choix de gestion, mais ça ne nous concerne pas. Et vous allez quand même devoir payer votre impôt sur 50 000. Autant vous dire qu'il y aura un décalage important entre ce que vous prenez et les charges que vous allez devoir supporter, qui vont être basées sur un revenu beaucoup plus élevé. D'où le fait que généralement l'impôt société a les faveurs dès qu'on commence à gagner correctement sa vie. Après, on peut fonctionner en libéral aussi toute sa vie. Enfin, tout est possible selon les avantages et les inconvénients que procure chaque... Il ne faut pas regarder que l'aspect fiscal non plus.
Voilà, il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte, l'aspect organisationnel du futur cabinet, l'aspect fiscal aussi. Voilà, il y a plein d'éléments et je pense qu'on doit avoir un peu tout type de fonctionnement, ce qui est le cas dans la réalité parce qu'on est loin d'avoir un seul et même type de client qui fonctionne qui fonctionnent pas tous de la même façon du tout. On a des approches différentes entre tous. On arrive au bout. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires ? Bon, on a été 5-10 minutes plus rapide que prévu. Si vous avez des questions, oui. C'est au prorata détention départ. Ouais, dans une société à l'IR, le bénéfice sera réparti au prorata détention départ. On peut pas dire une année il prend 70%, j'en prends que 20 et enfin que 30 et l'année d'après on fait l'inverse. Non. C'est réparti, on subit les choses quoi. Merci tout le monde. Par rapport à votre projet, c'est ça ? Oui. Généralement, une maison de santé, c'est... Après, chacun peut avoir sa propre structure juridique. Une maison de santé n'est pas une forme juridique, à en parler. C'est une cohabitation de professionnels médicaux qui est déclarée auprès de la CPM et des organismes comme étant une maison de santé regroupant tel type de professionnels de santé et qui permet d'avoir des aides ou des choses comme ça. Mais chacun exerce de son côté. Quoi. Oui, généralement, c'est par rapport à... En fait, c'est une maison de santé, les propriétaires des murs. Pas forcément. Les maisons de santé, c'est pas forcément par rapport à la propriété des murs, c'est par rapport aux gens qui exploitent. C'est de dire, on regroupe tout type de professionnels de santé. J'en gère pas énormément, hein, mais de ce que j'ai à l'esprit, c'est ça. C'est pas une structure juridique, maison de santé. Ok, d'accord, c'est pas une structure juridique, je pensais. Et ni un pôle santé, ni tout ça, toutes ces formes différentes, en fait, c'est pas des structures juridiques. Non. D'accord. C'est des organisations, c'est des fois des sociétés qu'on appelle des sociétés de fait. Notamment un pôle santé, on va dire, il y a tel type de médecins qui travaillent au sein d'un pôle santé, ils organisent le fonctionnement, ils font des fois des règlements intérieurs entre eux en disant, mais voilà, pour l'organisation du pôle de tel pôle, on va assurer les permanences tel jour, toi tu fais tel type de garde, tu fais ci, toi tu fais mi. Ils organisent les choses entre eux, mais après juridiquement, chacun a soit sa CELAR, soit son BNC, c'est pas une structure à part entière. C'est une structure qui est proposée en service aux tiers, mais par le biais de professionnels indépendants. Les avantages ? Quand on est en société de choisir l'IR, le seul avantage, il est généralement... l'avantage de l'IR, c'est quand on a des revenus bas ou quand on fait des pertes.
Une perte la première année, si on fait de l'IR, la perte, elle est reportable sur les autres revenus du foyer. Supposons que on a monsieur qui gagne sa vie, qui est salarié, mais madame qui monte un cabinet de kiné et sait que la première année, elle va perdre de l'argent parce qu'elle a énormément de dépenses. Elle se monte à l'IR, la perte qu'elle va faire va s'imputer sur le revenu du foyer. Donc ils vont gagner de l'impôt, alors que si on est à l'IS, la perte, elle est perdue, entre guillemets, elle se reportera sur les futurs bénéfices, mais elle ne s'impute pas sur l'imposition du foyer. C'est vraiment des cas particuliers. Si, on a des BNC. Après, des fois, on a peu d'intérêt à l'IR, mais des fois, on a peu de différences. Si on a le cas du cabinet qui tourne depuis X années, sur lequel il n'y a pas d'emprunt, sur lequel il y a 50 000 euros de bénéfices et que l'associé prend ses 50 000 euros, que vous soyez à l'IR où il va être imposé sur ses 50 parce que quoi qu'il arrive, c'est son bénéfice, ou en indemnité de gérance, mais il va prendre quoi qu'il arrive 50 000 euros aussi, il va dégager un résultat à l'IS à 0, mais il va prendre ses 50 000, donc il va être imposé sur ça. Ça ne va pas changer grand-chose, on va changer de catégorie. En fait, ça change s'il y a une différence de revenus entre ce que dégage la FEL et ce qu'on a besoin de prendre, et s'il y a de l'endettement. S'il y a de l'endettement, ça veut dire qu'on laisse du cash dans la société pour rembourser notre emprunt, et on n'est pas imposé dessus. En dehors de ces deux cas-là, on est quasiment pareil à l'IR et à l'IS, quoi. Ça va, ça a été? C'était pas trop speed? Ça a été, après, c'est vrai que tous les termes, tout ça... ouais, c'est nouveau, vous voyez rien du tout ça, jusque-là? Là, c'est le début, donc... Et ouais, on va être amené à se revoir.